Merci à tous donc, de participer à notre session plénière, donc marketing.21. On va vous parler donc du coup avec Columbus et Selligent de l'IA, de la data et du marketing. Donc on va essayer de mélanger tout ça avec Alexei. Donc pour rentrer rapidement dans le vif du sujet, donc peut-être d'abord me présenter quand même, puisqu'on va prendre quelques minutes la parole ensemble. Donc Jean, moi je suis directeur associé au sein de Columbus, donc on est nous effectivement partenaire de cet événement, mais aussi bien sûr on travaille beaucoup dans tous les sujets de data, de digital, de marketing et de manière plus générale de transfo sur ces éléments-là. Donc on va du coup vous parler avec Alexei qui se présentera donc juste après un petit peu de tous nos sujets d'intelligence artificielle. Alors pour démarrer, évidemment, quand on parle de marketing, on a tous en tête un peu des sujets qui datent d'un autre temps, mais qui ne sont pas si loin que ça. Finalement, on parlait à l'époque de marketing de masse, qui consistait tout simplement à pousser du contenu le mieux possible, avec des trains plus ou moins bondés. Ça rappelle des souvenirs pas si lointains. En termes de contexte, évidemment, ce qu'on a tous noté, et on est les premiers à le subir aujourd'hui, c'est le Covid, c'est-à-dire que ça a clairement bougé nos relations et notamment la relation entre les consommateurs et les marques. Alors aussi bien côté B2C que B2B, puisque B2C, c'est plus évidemment les problèmes de points de vente physiques qui sont fermés. En B2B, on parle plus de problèmes de tout simplement d'aller voir ses clients côté des équipes commerciales, que ce soit à l'étranger ou en région. Donc évidemment que ça a une vraie nouvelle façon de travailler sa base client et la manière dont on va s'adresser à elle. Donc l'objectif de toutes les marques, je pense, sur ces derniers mois et même sur la dernière année, en fait, tel que nous on a pu le voir en tout cas, c'est de continuer à travailler avec ses clients, mais de manière différente, c'est-à-dire continuer à garder le lien. Et comment le faire? Tout simplement par le digital, évidemment, mais pas que. L'objectif étant, in fine, de conserver un lien, de conserver une vraie relation, et l'objectif aussi de capter les vrais moments clés de vie sur lesquels on va pouvoir effectivement rebondir. Alors, une fois qu'on a un peu posé ces fondamentaux actuels, ce qu'on retrouve, donc évidemment, c'est de passer d'un marketing de masse à vouloir rentrer sur sur cette omnicanalité, pouvoir rentrer sur de la prédiction et enfin être capable de capter ces moments. Donc, on a évidemment un cycle qui s'installe, c'est-à-dire qu'on va passer d'une côté mass marketing, d'une diffusion à large échelle. Pour faire de l'omnicanalité, le minimum, ça va être de rentrer sur de la segmentation, c'est-à-dire être capable de mieux cibler à la fois le contenu et les consommateurs et clients qu'on va aller chercher. Rentrer donc du coup en troisième étape cette partie data et IA qui est finalement un peu la base pour pouvoir, et on va revenir dessus évidemment, qui va être la base pour pouvoir monter en puissance. Et puis finalement, ces moments, ce qui va être important, c'est de capter tout ça en temps réel. Parce qu'évidemment, sur un message marketing de ce type-là, si on a tout simplement, ne serait-ce que quelques heures de retard sur une commande e-commerce, ça n'a pas beaucoup de sens. Le temps réel est parfois, et même souvent, et en tout cas de plus en plus fréquemment, extrêmement important sur des cas d'usage data marketing. Donc ça, c'est vraiment un peu les fondamentaux qu'on voit effectivement évoluer à travers le temps. Un autre point important, c'est cette histoire d'automatisation. C'est-à-dire que traditionnellement, et là-dessus, on n'a pas réinventé beaucoup de choses finalement pour faire du marketing. On suit des cycles assez classiques, c'est-à-dire qu'on va faire d'étape par étape, où on a un plan marketing, un budget marketing pour pouvoir le définir, pouvoir designer des campagnes, donc avoir ces agences de médias, ces agences de copywriting, bref, pouvoir mettre tout ça un petit peu en musique et construire ces campagnes, pouvoir évidemment activer tout ça à travers tous les canaux, qu'on soit en digital ou pas, et puis finalement, une fois qu'on a fini notre campagne, de se dire, bon, en gros, est-ce que ça marche bien, pas bien, est-ce qu'on est mieux, moins bien? Voilà, les choses habituelles. Le vrai problème, évidemment, c'est que le goulet d'étranglement de ce genre de fonctionnement, ça va être rapidement les équipes, c'est-à-dire la taille des équipes à faire qu'on pourra faire plus ou moins de campagnes. Et malgré une efficacité extraordinaire des équipes marketing, on est assez rapidement limité quand on veut rentrer dans de l'hyper-segmentation et de l'hyper-personnalisation. Donc là, l'idée, évidemment, c'est de passer au-delà, c'est-à-dire passer un cap, donc d'où des outils de marketing automation. Et évidemment, on va en parler tout à l'heure avec Alexei, côté Selligent, de savoir comment concrètement ça veut dire quoi. On a deux choses qui sont importantes. La première, c'est être capable d'intégrer finalement l'écosystème client. Donc, quand je parle d'écosystème client, ça veut dire pas mal évidemment la partie données clients, mais aussi l'écosystème pouvant être le e-commerce, les sites web, des applications mobiles,
bref, tout ce qui va faire qu'on entre en relation et en interaction avec le client. Et puis évidemment, avoir des vrais workflows en mauvais français qui permettent donc d'automatiser les campagnes et de pouvoir avoir cette montée en puissance et ces volumes qui sont plus facilement accessibles et surtout avoir une activation qui va s'automatiser en fonction d'événements, en fonction de comportements, en fonction de règles ou en fonction de l'IA qui sera mis en place. Bref, avoir un vrai écosystème et une vraie plateforme de marketing intégrée. Donc ça, c'est vraiment un des enablers extrêmement importants. Et nous, voilà, quand on travaille un peu sur ces thématiques-là, on vous a représenté ici un petit modèle de maturité qu'on utilise. Alors, on vous a montré un peu la version simplifiée, évidemment. Donc, de manière assez classique, comme on l'a dit tout à l'heure, on part du contenu et on est plutôt tendance à pouvoir pousser du contenu de manière massive sur différents canaux. Donc, l'objectif, c'est de passer de cette approche plutôt canal à une approche plutôt client. Et donc, pour ça, évidemment, le Graal, quelque part, ça va être d'aller chercher du marketing à la fois omnicanal et temps réel, tel qu'on l'a pris avant. Alors évidemment, on va devoir mettre en place toute une couche de data, d'intelligence artificielle et ce genre de choses. Donc en termes de complexité de mise en œuvre, c'est évidemment là où ça va se jouer. Et puis, de version intermédiaire, avoir des parcours personnalisés, c'est-à-dire des moments clés qu'on va pouvoir un petit peu mieux travailler et être capable du coup de simplement mieux segmenter le contenu, les canaux et ce genre de choses. Concrètement, encore une fois, c'est une version simplifiée, même si ça ne paraît pas là. Ça veut dire que pour obtenir tout ça, on a un certain nombre de choses à mettre en place. Donc là, on voit qu'il y a évidemment des éléments de marketing. Alors évidemment, le programme relationnel ici, qui est clairement une des armes fortes du marketing automation qui est là, mais pas que. C'est-à-dire qu'on se trouve aussi avec des éléments de médias, des éléments sur le web aussi qu'on devra mettre en place. La fameuse CDP, donc la Customer Data Platform ici, qui est un des éléments importants aussi à poser pour pouvoir faire l'intégration justement entre du CRM, du marketing automation et la partie média. Et finalement, on se rend compte que plus on avance dans ce modèle de maturité, plus on aura évidemment de briques à mettre en place, mais surtout un côté intégration et orchestration des données clients qui va être extrêmement importante pour éviter évidemment de se perdre. Voilà, donc ce n'est pas évidemment un long chemin tout simple, il est plutôt semé d'embûches, comme on dit. Un autre point aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que ici, ça reste un modèle de maturité un peu général et que, évidemment, certains acteurs, en fonction des secteurs aussi d'activité, si on a du B2C ou du B2B, auront des choses un petit peu différentes. Voilà, mais en tout cas, les principes restent les mêmes. Et un autre principe qui est important sur lequel on veut effectivement insister, c'est cette partie data. Alors, data, on parle de data client, évidemment. Donc ici, on a représenté un peu les points qui nous paraissent importants pour considérer la donnée client, pour démarrer. Alors, quand je parle de données client, c'est évidemment aussi la donnée prospect. Hein. Bon, de manière classique, on a tous en tête l'identité du client, c'est-à-dire qui il est, ou qui elle est évidemment, qu'est-ce qu'elle fait et d'où elle vient, très bien, donc la partie données de contact évidemment. Dans la donnée de contact, il ne faut pas oublier la partie digitale, c'est-à-dire quand on parle de cookies ou plus généralement d'identifiants digitaux qui vont être extrêmement importants à capter et pouvoir utiliser notamment si on veut engager sur un site web, sur une application mobile, voire échanger ça avec des partenaires externes. La notion aussi de profil et de préférence, donc c'est-à-dire quels sont les centres d'intérêt, c'est-à-dire est-ce qu'on a une personne qui est plutôt fan de certaines marques ou de produits plus premium que d'autres. Quand on dit préférence, il faut aussi penser à la préférence des canaux, c'est-à-dire qu'une personne qui commence à interagir sur son application mobile, évidemment que c'est un canal extrêmement important pour une marque, donc il faut plutôt aller chercher ce genre de segment-là plutôt que de continuer à vouloir envoyer du papier. Alors, je caricature, mais c'est un peu l'idée quand même. Donc, capter ces éléments-là. Les interactions ensuite, donc là, c'est évidemment extrêmement important. Donc, interactions au sens large. Donc, bien sûr, on pense tous aux interactions qu'on peut avoir en physique, mais la crise Covid fait qu'on en a de moins en moins. Donc, il y a beaucoup plus d'interactions sur les canaux digitaux. Donc, ça, c'est quelque chose effectivement à prendre en compte. Et enfin, la partie la plus évidente et un peu l'aboutissement souvent de pas mal de parcours, c'est la partie vente et fidélité. Donc, capter tous les comportements d'achat, tout ce qui va être aussi programme de fidélité qu'on peut avoir derrière pour, in fine, être capable de valoriser tout ça. Donc, ça, c'est vraiment une vue un peu d'hélicoptère de toutes les données clients. Donc, on parle évidemment de vue 360 qui, sur le papier, paraît simple, mais qui, dans la réalité, l'est beaucoup moins.
parce qu'on a évidemment ces notions de temps réel et d'orchestration de la donnée, et c'est ce qu'on voit effectivement ici en dessous, un peu dans les piliers. Première chose, c'est centraliser cette connaissance. Souvent, elle est très éclatée entre une équipe de communication qui sera plutôt sur des réseaux sociaux, une équipe de marketing qui sera plutôt sur de l'activation, une équipe d'après-vente qui sera plutôt à résoudre des problèmes, etc., etc. Donc, c'est vraiment de centraliser cette connaissance, de nettoyer aussi, de dédupliquer l'information. On peut se retrouver assez rapidement avec des doublons, notamment entre prospects et clients, sur des problèmes assez simples d'identification. Donc, je considérais aussi cette notion de master data, donc en français, la donnée maître, hein. Donc, c'est-à-dire être capable d'identifier que on a affaire à une seule et même personne, et entre la donnée qui est dans un système marketing, donc dans un système de marketing automation, entre la donnée qui est côté CRM, si ce n'est pas les mêmes, dans la partie ERP ou e-commerce, il faut effectivement s'assurer qu'on a une donnée maître qui s'impose aux autres et qu'on a une vraie orchestration de cette donnée-là. Sinon, évidemment, on aura rapidement des problèmes. Et le dernier point, qui est plutôt un point de quelque part de distribution et de mise à disposition. Donc, comment finalement orchestrer cette donnée-là? Et un point important qu'on voit souvent plus tard dans les projets, c'est que l'orchestration de cette donnée-là est extrêmement importante pour pouvoir avoir des parcours qui soient cohérents, qui soient fluides et sur lesquels on n'ait pas de problème de cohérence et ce genre de choses. Un dernier point aussi important sur la donnée, c'est la partie la moins sexy, pour être franc, mais qui est importante, la partie protection des données. Alors, on a tous en tête le fameux RGPD, côté européen, qui est en place depuis 3 ans. Donc, pour les marques suisses qui ont une activité hors du territoire, donc en Europe, évidemment, ça s'applique. Donc, il y a normalement pas mal de choses qui ont déjà dû être mises en place, j'espère en tout cas pour tout le monde. Donc, côté LPD, réviser cette année prochaine, donc cette loi révisée doit être mise en application, donc même si la date n'est pas encore extrêmement claire, mais a priori début 2022. Donc là, vous vous rendez compte assez simplement que les principes sont évidemment les mêmes que côté RGPD, alors ce qui est plutôt bien pour ceux qui sont déjà passés par la mise en application. Mais voilà, pour rappeler quand même un petit peu les bases, pour ceux qui ont loupé l'épisode LPD, on parle de consentement donc libre et éclairé, de droit à l'oubli, de portabilité des données, de droit à l'information, et puis après des éléments plus d'organisation sur la nomination d'un DPO. Donc on retrouve ces principes côté LPD à quelques petits détails près que je ne vais pas couvrir maintenant. Ce qu'il faut retenir en tout cas pour les marques qui ne sont pas passées par là, c'est que c'est pas si simple que ça, et notamment ça rejoint le point d'avant de centraliser des données et notamment celle du consentement. Donc le conseil en tout cas qu'on donne à beaucoup de monde aujourd'hui, c'est de pouvoir être en mesure d'attaquer ces chantiers-là dès cette année pour être prêt début d'année prochaine, car clairement, on l'a vu, côté RGPD, ça s'est fait un petit peu dans la douleur. Voilà ce que je pouvais dire, en tout cas, en petit clin d'œil sur la partie RGPD. Je passe la parole du coup maintenant à Alexei qui va se présenter, mais surtout vous présenter un peu les sujets d'IA pour aller un peu plus loin et notamment sur Selligent. Merci Jean. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Alexei Kounine, je m'occupe de l'équipe produit chez Selligent. L'équipe produit, c'est en gros, on s'occupe de l'innovation, on fait la roadmap du produit et on développe notre produit phare qui est Selligent Marketing Cloud. Si vous vous rappelez d'un des premiers slides de Jean, il montrait la séquence de construction d'une campagne. Donc, il y a tout ce qui est à faire avec le contenu, le ciblage, le parcours client, mais surtout, il a parlé de la partie d'agrégation de données et de la création des profils 360 de chaque individu. C'est la base, c'est ce qu'il faut pour commencer à utiliser des technologies dites d'IA ou d'intelligence artificielle. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vous éclairer un petit peu sur ce que ça veut dire et pourquoi est-ce qu'on pense que c'est la prochaine étape dans tout ce qui est automatisation du marketing client. Donc, si on regarde, c'est un petit peu ce que Jean a déjà dit, mais si on regarde l'effort qu'il faut faire pour créer du contenu, pour créer des parcours clients et hyper personnaliser chacun des messages qui sont envoyés à un individu, on a besoin d'équipes énormes. On a besoin d'énormément d'efforts pour créer ces contenus et créer ces messages, etc. L'idée de ce qu'on va faire avec l'IA, c'est avoir un moteur automatique qui va nous aider sur certaines des tâches. Contrairement à ce que beaucoup perçoivent comme l'IA qui est une espèce de machine faite pour tout faire. En fait, quand nous on parle d'IA, on parle essentiellement d'analyse de la donnée comportementale et de prédiction sur cette donnée comportementale. Mais pour schématiser un petit peu
ce concept d'utilisation de la donnée pour faire de la prédiction, on va parler d'apprentissage par machine qui en fait correspond à lire beaucoup de données et à essayer de faire des prédictions qui ne sont ni plus ni moins que des scores appliqués à certains contenus ou à certains individus. Si vous ne me suivez pas, je vais juste vous expliquer en un slide. Donc, la règle standard, c'est que quand on écrit un programme, c'est la même chose que quand on écrit un parcours client. On va mettre un programme en place qui va dire si le client a fait ça, qu'il a cliqué sur le site et qu'il ne s'est pas présenté sur le site durant les 2 prochains jours, à ce moment-là, on lui envoie un message à travers un SMS ou à travers une push notification. C'est un petit peu la manière de programmer, c'est-à-dire c'est très procédural et très appliqué. Quand on va faire du machine learning, et c'est vraiment le sujet du jour, on a parlé des profils 360, comment est-ce qu'on exploite ces profils pour faire des prédictions. À la place d'écrire le programme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner toute la donnée générée par les consommateurs, donc dans les règles et le respect de tout ce qui est vie privée, et notamment les règles telles que la RGPD ou les autres règles qui s'appliquent dans les autres pays. Une fois qu'on a collecté ces données, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à l'ordinateur à créer les parcours ou à optimiser certaines choses sur des parcours. Donc, on ne va pas lui donner le programme, on ne va pas créer le parcours nous-mêmes. Par contre, on va lui dire, ça, c'est beaucoup de données comportementales et ce que je veux, c'est optimiser cette chose-là, qui va être sûrement le taux d'ouverture, le taux de transformation sur le site web, etc., etc. Donc, c'est ni plus ni moins que ça, le machine learning. On prend la donnée, on donne le résultat qu'on espère avoir et l'algorithme de machine learning va apprendre ce qu'on essaie de lui apprendre à faire. Comment ça se présente vraiment sur des fonctionnalités clés comme la segmentation? Comme Jean a dit, on passe beaucoup de temps à segmenter. C'est d'ailleurs comme ça que la plupart des fonctionnalités de personnalisation se font dans les outils de marketing automation. On va faire une sélection avec des filtres, on appelle ça un éditeur de contraintes. Et sur la base de la donnée, on va créer des règles très manuelles. On va dire si l'utilisateur a fait ci et fait ça, à ce moment-là, on va le mettre dans le segment et on va le cibler. Avec le machine learning, ce qu'on peut faire, c'est quelque chose de complètement différent. Donc là, je vous montre sur la base d'un exemple client très concret. C'est une marque de lingerie qui travaille avec Stelligent et qui fait sa segmentation en utilisant un algorithme qui fait partie de notre suite de produits AI qu'on appelle Cortex, juste pour que vous voyez, vous compreniez ce que c'est le nom Cortex. Donc, c'est un algorithme dans lequel on va mettre le contenu qu'on s'apprête à envoyer et sur la base des comportements des gens, c'est-à-dire les clics, les pages vues, les différentes visites de différents canaux, on va prédire quelles sont les meilleures personnes à qui envoyer cette campagne. Et comment ça se passe? En fait, c'est relativement simple. C'est un système de scoring. On va, sur la base de la donnée comportementale, créer des scores pour chaque individu en disant par rapport à ce contenu-là, on pense que cet individu-là va être plus appétent à interagir avec. Et tout ça est fait complètement manuellement, complètement automatiquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de configuration à faire. On va faire confiance à l'algorithme, on va regarder le segment qui est créé par la suite et surtout, on va mesurer les chiffres qui résultent de la campagne envoyée sur ce segment automatique. Évidemment, c'est quelque chose qu'on va tester au début. On va faire des A/B tests, on a des fonctionnalités pour faire ce genre de choses dans le produit. Mais le constat est flagrant chez l'ensemble de nos clients qui utilisent cette fonctionnalité qui s'appelle Smart Audience. On a des gains en termes de taux d'ouverture et surtout en termes de transformation qui sont extrêmement élevés, tout simplement parce que le ciblage est précis et c'est un ciblage qui est impossible à faire par un humain parce qu'on ne va pas lire des millions et des millions de lignes de transactions qui ont été faites par ces consommateurs sur le site web, sur les emails, en magasin, etc., etc. Juste pour vous donner un exemple, ça c'est une partie de ce qu'on peut faire avec du machine learning, prédire des scores sur des gens sur la base de contenu. On peut faire beaucoup plus en vraiment optimisant les parcours. Donc, on peut créer des parcours relativement complexes. Et ici, je vous donne des chiffres juste pour vous donner une idée du volume de messages qu'on envoie par an au global sur la plateforme Selligent. On parle de milliards d'emails par mois, de dizaines de millions de SMS, etc. À un moment, on va se dire quand même que ça fait beaucoup de messages par individu. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser, pour envoyer moins, pour cibler beaucoup plus précisément, etc. Et on a aussi
des méthodes pour générer des campagnes transactionnelles. Jean en a parlé, que ce soit des relances paniers ou simplement des messages qui sont envoyés à certains moments clés où le consommateur interagit avec un message. Tout ça peut être automatisé par la plateforme, peut être fait en temps réel. Mais évidemment, il y a certains facteurs à l'intérieur de ces parcours qui vont pas être automatiquement paramétrés. Par exemple, combien de jours est-ce que vous allez attendre après l'envoi d'un premier message avant d'en envoyer un deuxième? Aujourd'hui, tout ça est configuré manuellement. Mais vous pouvez le faire automatiquement en utilisant du machine learning. Un très bon exemple qui est très simple à comprendre, c'est l'optimisation du temps d'envoi. Vous envoyez un email. Aujourd'hui, normalement, vous donnez un créneau optimal qui va être le mardi à 9 heures et le jeudi à 10 heures, par exemple, sur la base de tout ce que vous avez appris en envoyant vos campagnes. Là, on va se dire, à la place de dire le mardi à 9 heures, on va dire mardi n'importe quand par rapport à la consommation des messages de l'individu. Et encore une fois, on parle de personnalisation, c'est-à-dire que chaque individu va recevoir le message à une période différente. Le résultat de ça, il est assez flagrant aussi, puisqu'on fait de la personnalisation, puisqu'on adapte vraiment le message en termes de temps d'envoi au comportement de l'individu, et ben on a des résultats qui sont très bons. Si c'est avec un client basé dans les Pays-Bas, où le taux d'ouverture de ces campagnes qui utilisent cette fonctionnalité de Send Time Optimization ont augmenté, mais surtout la transformation et le revenu associé à chaque campagne a également augmenté, qui montre bien qu'il y a quand même une relation entre le temps d'envoi, le moment d'ouverture et la transfo sur le site web. Quand on commence à utiliser ce genre de fonctionnalité, on peut se dire, à ce moment-là, je vais créer beaucoup plus de segments à la limite avec des algorithmes d'IA, je vais créer beaucoup plus de campagnes et je vais laisser le système faire tout. Le problème qu'on a quand on a cette approche, c'est que on n'a pas vraiment de contrôle sur qui va recevoir quoi et à quel moment. Et à ce moment-là, on va se dire, on va quand même essayer de protéger l'individu avec des fonctionnalités de gestion de la pression marketing qui va nous permettre de simplement limiter le nombre de messages qu'un individu va recevoir, peu importe le canal. Donc, on crée beaucoup de campagnes, on crée beaucoup de segments. À un moment, on ne va pas suivre les choses par individu à l'œil nu. Donc, on met ces mécanismes de prévention automatique qui vont dire par individu, on va envoyer au maximum 2 messages par semaine sur tous les canaux. Ça, c'est ce qu'on appelle la gestion de la pression marketing. Peut-être que là, si vous m'avez suivi, vous allez demander pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas l'IA pour dire le nombre de messages qu'un individu devrait recevoir, puis chaque individu est potentiellement reçoit un nombre de messages différents. Moi, je suis peut-être très appétent à recevoir 10 messages, alors que Jean préfère en recevoir qu'un ou deux par semaine. Et effectivement, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Ça n'a pas été, on l'a pas encore sorti, mais c'est dans les plans pour l'année prochaine. Ça, c'était pour l'optimisation des parcours. Donc, on a vu l'optimisation des segments, optimisation de parcours, vient bien sûr l'optimisation de contenu, et ça, c'est encore plus simple à comprendre. Généralement, on a une librairie de contenu, on sait quelles offres on a, on sait ce qu'on va envoyer, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'est-ce qu'on va envoyer à qui. Et le but, c'est vraiment d'avoir des systèmes qui font ça automatiquement. L'exemple que tout le monde connaît, c'est les recommandations de Netflix. Vous regardez quelque chose et puis Netflix va vous suggérer la prochaine série à regarder. Et c'est quelque chose de vraiment très commun. Les systèmes de recommandation, c'est utilisé un petit peu partout. C'est utilisé dans votre feed Facebook, c'est utilisé dans les feeds de tous vos réseaux sociaux d'ailleurs. Nous, on l'utilise encore une fois pour prédire le meilleur contenu à montrer à un individu. Ça marche sur les sites web, c'est-à-dire qu'on peut mettre dans les sites web du contenu personnalisé qui va s'adapter en temps réel à la consommation de l'individu. Ça marche également dans les emails, puisqu'on peut, dans un email, régler un bloc dans lequel on va montrer quelque chose, mais avant l'envoi, on ne sait pas du tout ce que ça va être. Ça va être défini au moment de l'ouverture par l'individu, de par son profil 360 et tout son comportement. Donc, une autre chose sur laquelle je vous parle vraiment du côté Selligent et de la partie produit, c'est des fonctionnalités qui sont quand même très liées aux maths, c'est beaucoup de machine learning. Tout ça, on ne le voit pas du tout dans l'interface, on essaie de faire les choses de manière très simple pour que les marketeurs ne soient pas des data scientists, pour que ce soit des personnes qui puissent utiliser un produit qui leur apporte de la valeur.
et qui s'embêtent pas avec du code. En termes de performance, on a des clients qui nous disent que Smart Content, donc la personnalisation sur les sites web, arrive à faire une augmentation de la conversion de l'ordre de 30%. C'est un client italien qui s'appelle Morellato qui vend des montres sur leur site web. Donc, ils sont très contents de l'utilisation du produit. Ils l'utilisent dans les emails et dans les sites web. Juste pour vous donner une impression du fait que ça fonctionne vraiment. Les gens sont susceptibles à du contenu personnalisé. Un dernier point, puisqu'on parle d'IA, et là j'ai parlé beaucoup de utilisation de données comportementales, il y a un nouveau trend qui est l'utilisation du texte qu'on va avoir dans les campagnes qu'on envoie. Et évidemment, pour moi, c'est très important puisque dans la plateforme Selligent, on a énormément de données de contenu, mais on a aussi énormément de texte. Donc, au début, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va développer notre logiciel qui fait l'analyse de texte sur la base de recommandations. Donc, on a beaucoup d'entreprises dans le média qui utilisent maintenant des recommandations basées sur le contenu textuel. Ça marche très bien dans les magazines en ligne, par exemple. On va afficher des blogs qui ont un intérêt sémantique par rapport à ce qu'il y a sur la page. Mais on a une nouvelle fonctionnalité dont je voulais vous parler. On vient de lancer la bêta avec certains clients. Ça s'appelle Smart Subject. Et là, c'est de la personnalisation de lignes d'objets d'email. C'est tout simple, hein. Donc, on cherche à augmenter le taux d'ouverture d'une campagne, mais on veut l'augmenter de par le fait que chaque individu reçoit une ligne d'objet qui a un intérêt pour lui. On a fait des tests déjà avec des lignes d'objets avec des emojis, sans emojis, avec des majuscules, minuscules, etc. Et puis des mots-clés spécifiques qui ont un intérêt plus ou moins important par individu. La fonctionnalité ressemble vraiment à beaucoup de choses qu'on fait dans notre module Cortex, qui est le module IA. Et le but, voilà, c'est en utilisant des algorithmes et de NLP, de Natural Language Processing, et basé sur la donnée comportementale qui utilise le machine learning, simplement prédire les meilleures lignes d'objets qu'on va envoyer à un individu. De la même manière que Netflix le fait pour des séries ou des films. Voilà un petit peu le tour d'horizon. Donc, Jean vous a parlé de la donnée, à quel point c'était important de créer des profils 360, tout ce qu'il fallait faire au niveau privacy, etc. de cette donnée-là. Je pense que le message, pour finir, c'est la manière de passer du mass marketing, si vous vous rappelez du premier slide où les personnes lisaient leur journal dans le train, avec vraiment du contenu qui est le même pour tout le monde, sur des utilisateurs extrêmement fidèles qui sont prêts à recevoir le contenu à tout moment. On n'est plus du tout dans ce mode-là. Donc, on a cherché pendant beaucoup d'années à faire de la segmentation, des choses extrêmement intelligentes en termes de captation de la donnée. Maintenant, il y a vraiment ce trend dont Jean a parlé, qui est le focus consommateur, comprendre le consommateur de par sa donnée et faire des prédictions dessus pour tout simplement augmenter la performance de ses campagnes et de la vie de son business en général. Voilà pour le mot de la fin et j'espère que ça vous a paru intéressant. Merci de nous avoir écoutés. Merci Alexei. Et effectivement, si vous voulez mettre un petit peu plus de data dans votre marketing et d'IA, n'hésitez pas à revenir vers nous. On pourra en discuter volontiers. Merci.